Sont prêts à démarrer. Donc, l'idée, c'est de faire un petit tour, un petit peu d'abord théorique sur le télémonitorage en ventilation à domicile. Et puis après, dans la deuxième partie, on va faire plus la pratique. Et donc, alors pour commencer, ce que j'aime bien juste un peu voir où vous en êtes, je vais ouvrir le vote pour le premier sondage. Et en gros, la question, c'est de savoir, bon, déjà en PPC, ça, normalement, je pense que c'est un peu plus le cas. Si vous faites jamais ou de temps en temps. Après, si vous le faites en VNI, avec pareil, est-ce que c'est jamais ou de temps en temps? Et puis, si vous ne le faites pas, ou est-ce que c'est vraiment une envie que vous avez de vous lancer dans le télémonitoring de la ventilation? Et cette question, après, eh ben, on verra si j'en ai dégoûté certains ou si, ou si au contraire, j'en ai motivé d'autres. Alors là, on en est à 15 votes, 16. Bon, j'attends les 20 pour avoir un petit peu, mais on voit déjà les tendances qui sont assez nettes. OK. Alors, je vous mets les résultats. Donc, en gros, bon, la PPC, c'est de la pratique courante quand même pour la majorité. Ça, avec les changements dans les tarifs de remboursement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément nous qui réalisons le télésuivi en PPC parce que c'est beaucoup plus simple, c'est juste de l'observance. En ventilation non invasive, bah, la majorité pour l'instant n'a pas encore franchi le cap et il y en a très peu qui font ça en pratique courante, enfin peu. Et par contre, tout le monde est motivé. D'accord. Donc, la question, c'est est-ce que moi, à la fin du topo, je vais maintenir ce taux de 94% ou est-ce que ça va beaucoup vous inquiéter? Alors, donc on va commencer. L'idée, c'est d'abord de faire un petit rappel sur le plan technique, sur les différentes modalités qui nous permettent aujourd'hui de faire du télémonitoring. Après, on va faire une partie sur la mise en place de la ventilation, parce que c'est une période qui est très particulière et qui est complètement différente du suivi au long cours. Le suivi au long cours, du coup, on l'abordera dans la troisième partie. Et enfin, il y a une autre partie qui n'est pas tellement le lien avec la ventilation non invasive, c'est-à-dire qui n'est pas l'analyse de ce qu'on fait, nous, avec les données logicielles dans le cadre du suivi normal d'un patient insuffisant respiratoire sous ventilation non invasive, mais ça va être tout ce qui est la surveillance des événements intercurrents qui peuvent survenir chez les patients appariés par ventilation non invasive. Et bien évidemment, là-dedans, il y a la détection des exacerbations. Alors, pardon, sur le plan technologique, alors ça c'était à peu près à ma date de naissance quand les PPC ont commencé à arriver. Et c'est vrai que les patients, quand ils ont eu des expériences de VNI ou de PPC dans les années 90, qu'on leur dit qu'il faut reprendre, souvent ils ont très peur du matériel. Donc on sait qu'il y a eu énormément de progrès, non seulement sur les ventilateurs, sur leur caractère silencieux, etc. Donc ça c'est évident. Ce qui s'est quand même surrajouté en plus, c'est qu'on a maintenant des outils qui permettent de surveiller, et c'est un peu tout ce qu'on fait au cours de ces ateliers, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, on sait combien de temps le ventilateur a tourné, et puis vers le milieu des années 95, on se dit quand même que c'est bien de voir comment le ventilateur se comporte, voir les courbes de débit, voir les courbes de pression. Et donc là, on fait déjà une première étape, et puis après, on va coupler ça avec la surveillance de l'oxymétrie, de la capnographie, etc. Donc, c'est ça qui a globalement guidé la majorité des choses. Et depuis les années 2010, maintenant, on est vraiment dans une étape où quasiment tout peut se faire à distance par le biais du cloud, etc. Et donc, on est vraiment passé de l'hôpital à la maison. Et donc, on a cet outil qui est maintenant disponible partout, quasiment tout le temps. Alors, pas forcément l'oxymétrie, mais au moins les données machines. Et donc, on a vraiment les technologies pour faire tout ça. Avec la 5G maintenant en plus, pour peu que vous n'habitiez pas en province, tout va pouvoir être transféré très vite. Alors, il y a des problèmes qui sont liés à ça, des problèmes de coût notamment, mais au fur et à mesure du temps, tout va devenir de plus en plus, de moins en moins cher et de plus en plus accessible. Et donc, ces données techniques qui sont remontées, notamment les données logicielles, donc je vais pas revenir en détail là-dessus, mais il faut savoir qu'elles sont globalement assez fiables, c'est-à-dire que là, vous avez un travail qui a été fait en 2012 par les Suisses. Et donc, ils ont pris des ventilateurs et puis ils ont regardé combien est-ce que le volume courant qui était vraiment délivré par la machine. Ils ont regardé le volume courant qui était donné par le logiciel. Et donc, ils constatent qu'il y a un biais
que ce biais, il est parfois beaucoup plus important quand vous allez avoir des fuites. Et donc, on sait que ces ventilateurs, ils donnent des données qui sont fiables, mais qui ne sont pas exactes. Et donc, il faut toujours avoir ça en tête. On n'est pas vraiment dans de la ventilation invasive. On a des différences. Et plus on a de la fuite, plus on a des différences. Et donc, une des premières étapes, une des premières choses qu'il faut qu'on sache en ventilation non invasive et en télésuivi de la ventilation non invasive, c'est est-ce qu'il y a des fuites. C'est tout le temps Claudio qui dit ça, c'est la première question, c'est les fuites. Et effectivement, si vous n'avez pas les fuites, vos autres paramètres vont être beaucoup plus difficiles à analyser. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est particulièrement important dans le cadre du télésuivi. On s'adresse à une majorité de patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation apnéique, comme la majorité des cas, ou alors des patients qui ont des pathologies neuromusculaires comme la SLA qui peuvent avoir des apnées qui apparaissent sous traitement. Et donc l'index apnée-hypopnée, comme pour la PPC, c'est quand même un index qui est assez intéressant, même si il est rarement recommandé, dans les recommandations, on en parle assez peu. Et donc, la question, c'est est-ce que cet index d'apnée-hypopnée est fiable? Et donc, pour ça, eh bien, il y a Marjolaine Georges de Dijon qui a fait une première étude en comparant les résultats d'une polysomnographie aux résultats des données logicielles. Et globalement, il n'y a pas une vraie corrélation parfaite, mais bon gré, mal gré, si votre donnée logicielle montre que l'IH il est supérieur à 10, et bien, clairement, la polysomnographie, elle va être supérieure à 10. Donc, elle n'a pas trop de difficultés à diagnostiquer quand c'est des formes typiques. Par contre, vous voyez que dans certains cas, le patient va, dans 10% des cas à peu près, le logiciel va vous dire que vous avez moins de dysapnée, mais en fait, en polysomnographie, vous avez plus de dysapnée. Ce n'est pas très étonnant qu'il y ait cette différence, hein, parce que la polysomnographie, vous avez beaucoup plus de signal que juste l'analyse justement de la courbe de débit. Et donc, il faut quand même il faut juste avoir conscience de ça et pas complètement exclure la présence d'apnée juste sur des données logicielles, même si dans l'immense majorité des cas, sur les ventilateurs ResMed, on n'aura pas de problème. Et surtout, quand c'est inférieur à 10, eh bien là, on a une bonne fiabilité. Donc, il faut faire attention. Chez ResMed, c'est plutôt pas mal. Chez Philips, donc ça c'était, pardon, je n'ai pas mis à jour la légende, c'est un travail que nous on avait fait quand j'étais à Londres. Et globalement, on a une grosse tendance à sous-estimer l'index apnée-hypopnée avec les données logicielles de Philips. Alors ça, c'était sur des machines A30 et A40. Peut-être que l'algorithme il est différent, mais en tout cas, moi, personnellement, dans la pratique, j'ai beaucoup moins confiance dans l'algorithme de Philips que dans l'algorithme de détection de ResMed. Et ça doit vous inciter à être particulièrement prudent quand vous interprétez ces résultats-là. Et d'ailleurs, quand on discute avec les gens chez Philips, ils disent « oui, mais nous, on n'a jamais dit qu'il était valide ». Ce à quoi je leur réponds souvent « alors pourquoi vous nous mettez les résultats dans votre logiciel ?» Donc faites très attention à ça. Alors pour le Weinstein, à ma connaissance, il n'y a pas de validation et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Et pour Breas aussi, il faut tout valider par des études pour être sûr que les données sont fiables. Alors, donc, on a des transmissions, on a des données qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont globalement fiables et il faut les interpréter avec précaution. Et après, on peut télétransmettre ces données. Et vous savez que maintenant, tous les ventilateurs qui sont disponibles sur le marché ont des modules de télésuivi. Alors, on a différentes méthodes de connectivité avec le Wi-Fi, la 3G, etc. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Une des grandes limitations qu'on a pour l'instant, en tout cas sur les données de télésuivi, c'est que les données brutes, hein, ce qu'on a fait ce matin dans les ateliers, les analyses de courbes, sont peu disponibles. Chez Airview, chez Philips, ce n'est pas disponible. Chez EOV et Breas, c'est disponible. Chez Prisma, à ma connaissance, ça ne l'est pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'en tout cas, nous, on pousse, parce que si on veut vraiment faire aussi bien qu'à l'hôpital, il faut qu'on ait ces données. Mais là, il y a une question de coût derrière, de transmission des données. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire du télémonitoring? Il y a deux raisons principales à ça. Il y a le fait que, comme vous le savez, l'activité en ventilation non invasive, elle ne fait que grimper. Ça, c'est l'étude de l'équipe de Janssens à Genève, où en fait, ils ont repris leur cohorte de 2000 et ils ont comparé à 2018. Est-ce qu'il faut regarder simplement le N là-haut, avec 154 patients qui étaient appareillés, avec un triplement du nombre de patients appareillés. Et donc, on est obligé de trouver des solutions pour s'adapter à ça, avec plus de patients BPCO
une proportion non négligeable de patients obèses. Puis la deuxième raison pour laquelle on doit faire de plus en plus de télémonitoring, c'est les vagues de Covid. Vous savez très bien que ça désorganise les hôpitaux, ça limite l'accès aux soins. Et donc le télémonitoring est une solution pour permettre de continuer à prendre en charge, peut-être de manière un petit peu dégradée, mais en tout cas à prendre en charge nos patients insuffisants respiratoires. Donc, dans tous les cas, on va aller de plus en plus vers les télémonitoring. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit QCM à cet endroit-là, qui est, voilà, j'ai fait quatre propositions qui sont, est-ce que c'est la mise en place du télésuivi est moins en ambulatoire est moins coûteuse? Est-ce que c'est moins efficace? Est-ce que l'ambulatoire, c'est quelque chose que les patients préfèrent? Et enfin, est-ce qu'on va mettre plus de temps pour trouver les bons réglages quand on fait en ambulatoire comparativement à de l'hospitalisation? Donc, il y a plusieurs propositions qui sont exactes. Il y en a peut-être une qui est discutable. Je vous laisse voter un petit peu. On a 12 votants. Donc c'est marrant, il y a une forme de consensus sur le coût. Et on va en discuter. OK, très bien. Bon, on a atteint les 20 votants. Alors, vos résultats, c'est que dire que globalement, c'est moins coûteux de faire une mise en place en ambulatoire avec du télésuivi. On va voir, c'est pas vrai en fait. Et vous allez voir que la question, elle dépend beaucoup de la manière dont vous organisez, de la manière dont les choses coûtent. Ensuite, que c'est moins efficace, eh bien, ça, on a des données pour maintenant dire que ce n'est pas le cas, donc ça, c'est plutôt positif. C'est préféré par les patients, ça, c'est clair et net. Moins de temps à l'hôpital, les patients, ils aiment toujours. Et enfin, la réponse 4, elle était également exacte, puisque en général, vu que vous n'êtes pas en milieu hospitalier, ça va être des titrations qui vont être beaucoup plus progressives, et donc ça met plus de temps pour trouver les réglages efficaces. Alors, on va rediscuter de ces différents éléments ensemble. Avec des études, vous allez voir que quand on parle de télésuivi en ventilation non invasive, ce qui est très marrant, c'est que, enfin c'est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas la majorité de la littérature vient d'une équipe qui est une équipe néerlandaise, qui est tout à fait experte en ventilation non invasive, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui a donc une organisation qui est très particulière dans un pays qui est quand même très petit, et donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement applicable à la France. Alors, donc ça, c'est une étude qui date maintenant de 2014, donc il y a quelques années. Donc ça fait longtemps quand même qu'on pense à ces questions de télésuivi. Étude qui a randomisé une soixantaine de patients pour avoir une mise en place de ventilation non invasive, ou bien en milieu hospitalier, ou bien à la maison. C'était des patients qui avaient des pathologies neuromusculaires, surtout des patients SLA, quelques patients avec des pathologies diaphragmatiques et très peu de patients avec des pathologies de parois. Et donc le résultat de cette étude montre qu'il n'y a pas de différence quand vous comparez entre les groupes sur le contrôle de la gazométrie lors du suivi. Vous avez dans les deux cas une capnie qui va passer de 6,6 à 5,7 ou 5,9 sans différence significative. Et donc la conclusion de ce travail-là, c'est que ça marche aussi bien de faire en ambulatoire. Et ils avaient aussi des données de la qualité de vie pour montrer que les patients ils étaient aussi satisfaits. Dans cette étude, il n'y a pas de coût, mais donc on peut dire que c'est aussi efficace. Alors, c'est aussi efficace, mais il faut quand même faire attention, hein, parce que donc on a les 60 patients à la fin. C'est aussi efficace, mais dans le groupe qui a mis en place ambulatoire, on a quand même 5 patients qui sont décédés, ce qui est quand même un critère pour moi d'inefficacité. On a 2 échecs de la ventilation, mais ça c'est pareil dans le bras. On a des problèmes de sécrétion à la mise en place de la ventilation, ça c'est probablement un patient SLA. Et donc, oui, ça marche bien quand on garde vraiment que les patients chez qui ça a marché. Donc, c'est une analyse à prendre un petit peu avec précaution. Et puis surtout, moi, je suis désolé, hein, mais c'est quand même de la mise en place qui est un petit peu baroque. Vous imaginez, vous mettez ça à la longue. Donc, c'est bien sûr fin des années 2000 avec la carte PCMI Express là, pour faire la transmission de données en GPRS, un ventilateur Élysée qui est quand même pas le ventilateur qu'on utilise. Vous voyez qu'il y a le circuit SPIL, le capno à la maison. Bref, c'est de la mise en place ambulatoire, mais qui a quand même un niveau de complexité qui probablement sur des gros volumes de patients n'est pas réplicable, notamment avec le coût du matériel.
Et donc, bon, les Néerlandais, ils ont poursuivi là-dedans, et donc ils ont là republié cette année une nouvelle étude, toujours sur la même population, 96 patients neuromusculaires qui avaient une capnie à 6 kPa en moyenne, mise en place en ventilation non invasive en ambulatoire ou en hospitalier. Et donc là, ils montrent qu'il n'y a aucune différence, encore une fois, sur la capnie. Donc on fait vraiment aussi bien à la maison chez ces patients-là. Ceci dit, là, dans cette étude, le temps pour atteindre une titration efficace avec la diminution de la capnie, etc., et une observance du patient, il montre que c'est 4,5 jours en milieu hospitalier. C'est normal, il y a plus d'intensité de soins. Par contre, c'est 15 jours à la maison, et donc ça prend un peu plus de temps. Je ne dis pas que c'est grave qu'il y ait cette différence, mais en tout cas, il y a une différence et on est plus rapide en milieu hospitalier. Et donc, ils disent dans ce papier-là, vous voyez, donc il y a bien sûr une réduction des coûts, mais quand on regarde un petit peu le temps qu'on passe, eh bien, vous voyez qu'on perd quand même pas mal de temps à faire du transport, ce qui est quand même notable, et alors que c'est un petit pays, et puis vous passez beaucoup plus de temps avec le patient. Et surtout, il y a une grosse critique qu'on peut faire à ces travaux néerlandais, c'est que là-bas, dans les mises en place intra-hospitalières, la titration se faisait en réanimation dans des secteurs de soins intensifs, ce qui veut dire que le coût il est forcément tiré vers le haut, et que si on faisait des mises en place comme on peut faire en France, ou bien dans des labos de sommeil, ou bien en hospitalisation traditionnelle, ça serait probablement beaucoup moins cher. Et en Angleterre, par exemple, c'était des titrations intra-hospitalières juste une nuit. Et donc, le coût, il est aussi dépendant de comment vous organisez votre soin. Toujours cette équipe néerlandaise, là, donc une autre population cette fois-ci, c'est plus les patients BPCO, plus les patients neuromusculaires, pardon, ce sont des patients BPCO. Et donc, ils disent dans ce papier, et c'est tout à fait supporté par la data, qu'il n'y a pas de différence en termes de contrôle de la capnie. Ça marche aussi bien, les patients sont très contents. Alors, on peut quand même discuter, on a parlé hier un petit peu des indications de la VNI chez les patients BPCO. Il y a quand même un certain nombre de patients qui ont une capnie qui est inférieure à 7. C'est des patients en état stable. Donc, ce n'est pas des patients pour lesquels la VNI a montré un vrai bénéfice. Mais bon, acceptons cette limite. Là encore, il y a une différence de coût qui est principalement drivée par les coûts intra-hospitaliers. Et donc ça, c'est vraiment une analyse qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Nous, en France, on a participé à une étude avec les collègues anglais. Donc là, on prend la troisième population de la ventilation non invasive, les patients obèses. Donc c'était l'étude OPIP qui, j'espère, va bientôt sortir. Parce que, voilà. Ça fait quelques temps qu'on l'a terminée. Et donc dans cette étude, on faisait une mise en place de VNI ou bien avec une titration intra-hospitalière, mais très raccourcie dans le temps, c'est-à-dire que le patient restait juste une nuit avec une titration manuelle avec un protocole infirmier, ou alors une mise en place en ambulatoire avec le mode AVAPS-AE qui permettait du coup de s'affranchir du problème de titration. Et donc là, la titration elle était entre guillemets immédiate. Donc on a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de contrôle de la PaCO2, très bien. Et par contre, on a regardé aussi les coûts, sauf que là, les coûts en France, ils sont un peu différents. Et bien évidemment qu'on a pris en compte les coûts du prestataire, parce que c'est quand même des coûts sociétaux qui existent. Et on n'a montré aucune différence en termes de coûts. Dans le système anglais, le coût total, il est exactement similaire, vous voyez, pas de différence. Et dans le système français, c'était même un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait les déplacements du PSAD pour aller à domicile pour faire les oxymétries de contrôle. Et donc, on a un surcoût qui est lié à la mise en place intra-hospitalière. Donc oui, il y a peut-être une baisse du prix si vous avez des titrations intra-hospitalières extrêmement importantes. Et surtout, si vous faites du monitoring à la maison avec des oxymétries, le technicien, ça prend du temps, ça a un coût et il faut le prendre en compte. Donc, je ne suis pas sûr que ça coûte vraiment moins cher. En tout cas, c'est aussi efficace. Les patients préfèrent, mais en termes de coût, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Après, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que nos patients qui ont besoin d'une ventilation non invasive sont globalement pas les patients les plus brillants du monde, sans vouloir leur faire offense du tout. Il y a plein de raisons à ça, la carence de sommeil, le fait qu'ils soient hypercapniques et hypoxiques au long cours. Et donc, dans cette étude qui a fait on avait plus de 100 patients en Angleterre, on a fait un MoCA. C'est comme le MMS. En gros, on leur demande le lion, le chat, etc., un peu comme Donald Trump. Et donc, on a un score moyen qui est à 24, sachant que le seuil pour envoyer à une clinique de la démence, c'est à 26. Donc, nos patients, ils sont quand même un petit peu altérés. Et donc, quand on veut faire de la mise en place ambulatoire, il y a tout le processus d'éducation thérapeutique. Et je ne suis pas sûr que les patients puissent
tout assimiler d'un coup, d'où l'intérêt de les revoir précocement si on fait de l'ambulatoire, mais d'où aussi la nécessité d'avoir probablement une bonne sélection de sa population et de ne pas l'offrir à certains patients. Je pense par exemple aux patients Steiner qui sont vraiment des patients compliqués. Chez eux, peut-être qu'il faut éviter de se créer des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que quand même ça s'améliore un peu une fois que vous avez corrigé les troubles du sommeil et la capnie. Donc pour conclure, on peut faire de la mise en place de VNI avec du télémonitoring, c'est faisable. C'est clairement pas moins coûteux en France quand on évalue complètement les coûts. C'est probablement pas pour tous les patients. Et après, bien sûr, il faut mettre ça en musique. Et donc ça, il faut quand même avoir l'organisation. Donc dans les études néerlandaises, il y avait une infirmière qui se déplaçait à domicile, etc. Donc, si on fait de la mise en place de VNI avec télémonitoring, il faut suivre un peu des algorithmes de télésuivi pour à la fois s'assurer que la ventilation est efficace et que le patient tolère. Donc, la tolérance, c'est assez facile. L'efficacité, ça peut être un peu plus compliqué quand on n'a pas les gaz du sang, etc. Et donc, nous, on a regardé dans notre cohorte rouennaise comment ça se passait la mise en place d'un patient bien ventilé si on y arrivait si souvent que ça. Alors, donc on a pris 250 patients, donc une population assez mixte en termes de diagnostic, des obèses, des neuromusculaires, des pathologies de paroi. Et on a regardé à la première évaluation qui était à 9 semaines, combien de patients avaient une amélioration de la gazo. Donc, on est pas mal sur les patients obèses, sur les patients neuromusculaires. On n'est quand même pas très bon sur les patients BPCO. On a plein de patients qui ont beaucoup d'effets secondaires de la ventilation. En observance, on n'est pas trop mal. En amélioration de la qualité, c'est vraiment très hétérogène. Et donc, on voit que dans la vraie vie, alors qu'on fait une titration intra-hospitalière, déjà, on n'a quand même pas des résultats qui sont exceptionnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Et ce qui était intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on a regardé en analyse multivariée quels étaient les facteurs prédictifs du fait qu'on allait avoir parmi les 5 critères d'efficacité, amélioration gazo, pas d'effet secondaire, observance, amélioration de la qualité du sommeil et de la qualité de vie, quels étaient les facteurs qui étaient associés à ça à la fin d'hospitalisation. Et donc, on montrait que le fait d'avoir un volume courant évalué par la machine supérieur à 7,8 ml/kg était associé à une augmentation très significative en analyse multivariée des chances de succès de la mise en place de la ventilation. Et donc, je souligne ce résultat parce qu'on en a parlé aujourd'hui sur les données machines. Et donc, voilà un chiffre qu'il faut peut-être te retenir, 8 ml/kg de poids idéal. Et donc, ce qu'on a montré aussi, c'est que plus le patient était dyspnéique, plus vous aviez de risque d'échec de succès de la ventilation. Et donc, encore une fois, il faut bien sélectionner ces patients. Donc, je reviens sur cet algorithme, je vais passer rapidement là-dessus, hein, mais donc il faut regarder les données globales comme on a vu ce matin, les données machines détaillées, il faut faire des oxymétries pour détecter des hypoventilations alvéolaires résiduelles sous ventilation non invasive et pas hésiter à faire des capnographies. Ça, c'est une patiente qui avait une BPCO et un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, quand on fait de la mise en place de ventilation, il faut déjà avoir une évaluation clinique à M1, M3, à peu près pour tous les patients, sauf peut-être à M6 pour les patients qui ont des maladies du sommeil associées, et puis faire des analyses de données de la VNI de manière très régulière. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que la télémédecine va apporter là-dedans? Et donc, dans la télémédecine, on a maintenant en France, depuis maintenant quelques années, ça a du mal à partir, mais c'est le programme ETAP. Ce programme ETAP, il a 4 objectifs. C'est limiter les hospitalisations et prévenir les complications long terme. C'est améliorer plus rapidement le patient et le stabiliser plus rapidement. C'est améliorer la qualité de soins et leur efficience, donc là, une notion de coût, et améliorer la qualité de vie des patients. Alors, à quels patients on peut proposer le protocole ETAP? Tous ceux qui ont une indication reconnue par la SPLF dans les recommandations, les dernières publiées, donc ceux dont on parle dans ces ateliers. Par contre, on exclut au final pas mal de patients, ceux qui sont hospitalisés pour des exacerbations de BPCO, ceux qui ont des pathologies neuromusculaires, ce qui est quand même un petit peu embêtant puisque c'est des patients chez qui on aimerait bien pouvoir faire un télésuivi justement pour limiter leur recours aux soins, puisque c'est des patients qui sont un peu difficiles à mobiliser. Mais ça ne sera pas pris en charge dans le protocole ETAP. L'algorithme qui est proposé par le GAV-O2, c'est de surveiller chez les patients BPCO les exacerbations, et on sait toutes les difficultés qu'il y a eu vis-à-vis de ça, et probablement qu'il faut arrêter avec cette hypothèse, cette stratégie-là. Pour tous les patients, l'idée c'est de regarder l'observance, donc au final on n'est pas si loin de ce qu'on fait avec la PPC, donc on peut se demander l'intérêt de tout ce barda sur le télémonitoring, puisqu'au final on ne regarde que l'observance comme pour les PPC. Alors, quand on fait du télésuivi, on se pose aussi la question de
comment on va regarder les datas. Et donc, en fait, quand on est sur la mise en place, je pense que c'est bien de les regarder vraiment souvent. Si on est vraiment disponible, on peut regarder tous les jours, mais c'est des fois un peu difficile de rajouter tout ça à l'activité clinique, surtout qu'il n'y a pas de rémunération pour faire ça, hein, ni pour le PSAD, ni pour le prescripteur. Et après, quand on est dans le suivi, eh ben, il ne faut pas oublier que dans le protocole étape, quand vous mettez un patient dans le protocole, vous vous engagez à suivre ces datas toutes les semaines. Et donc, il faut s'astreindre à ça. Alors que quand vous êtes hors étape, si vous faites du télésuivi, je pense que trimestriel, c'est déjà beaucoup. Et tout dépend en fait de la fréquence à laquelle vous voyez vos patients cliniquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut suivre? Eh ben, les fuites, moi je veux bien, mais quelle est la valeur de fuite qui est pertinente? 24 litres par minute de la PPC, c'est clairement pas pertinent en ventilation non invasive. Il y a des variations selon les constructeurs, selon le ventilateur et selon la compensation. Bien évidemment, un pic de fuite, ça peut être plus embêtant. La fréquence respiratoire, ben, ça va dépendre de vos réglages initiaux. Si vous avez une fréquence respiratoire minimale à 16 chez vos patients, eh ben, vous avez peu de chances de voir des changements de réglage. Le volume courant, eh bien, on ne sait pas vraiment si c'est un outil pertinent pour le suivi. Pareil pour les pourcentages de cycle déclenché. L'IH, 10, OK, très bien, mais est-ce qu'il est fiable? Pas vraiment. L'observance, 4 heures pour tous, ça, je pense que c'est à peu près vrai, mais il ne faut pas oublier qu'un patient qui va s'en servir 18 heures, c'est un patient qui s'aggrave. La fragmentation de pause nocturne, ça semble logique. Et après, les questions, est-ce que c'est vraiment pareil pour toutes les pathologies? Moi, mon opinion, c'est que c'est non, parce que les physiopathes sont différentes et qu'il ne faut pas utiliser les mêmes seuils. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, quand on demande à un panel d'experts, donc ça, c'est chaque ligne que vous voyez en bleu, là, c'est un patient et 90 jours de télésuivi. Et donc, c'est un travail qu'on a fait il y a 2-3 ans maintenant, où on a demandé à des experts de proposer un algorithme de télésuivi et de voir comment ça marchait sur notre base de données. Et ben, vous voyez que l'expert 2, il ne fait pas beaucoup d'alertes. L'expert 1, il fait des alertes à tout le monde chez des patients qui étaient par ailleurs bien ventilés et pas de souci. Et donc, on a un vrai problème de surcoût qui va être associé, de surconsommation des soins à ce télémonitoring de la VNI. Et donc, c'est un outil très puissant, mais en fait, vous pouvez facilement perdre votre temps là-dedans. Et donc, si vous êtes payé pour le faire, c'est peut-être pas très grave, mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, ça peut être un peu compliqué. Et donc, il faut intégrer ça dans ses pratiques d'une certaine manière, adapter ça à ses patients pour faire au mieux. On n'est pas obligé de faire du télésuivi avec du protocole étape. Ça peut être utile, notamment là, pour revoir des patients un peu plus rapidement, sans s'embêter à ce qu'il y ait des visites à domicile par le prestataire. Alors maintenant, je passe juste à la partie des exacerbations. Et en gros, vous savez que Borel a montré qu'on pouvait détecter, grâce au changement de fréquence respiratoire, les exacerbations non sévères. Nous, on a montré à Rouen qu'on pouvait détecter les exacerbations sévères, pareil, en suivant la fréquence respiratoire. Mais on a aussi montré que c'était vraiment des très mauvaises performances diagnostiques et que c'était non faisable en pratique courante. Il y a des Chinois là, qui ont tout récemment, au mois de mars, aussi utilisé des données machines. Alors, eux, ils ont des données qui ont un résultat qui est magnifique, qui franchement est un peu douteux parce que c'est presque trop beau pour être vrai. Mais en gros, eux, ils prennent les changements d'observance, le nombre de changements d'observance, ça vous faites là, vous faites les additions de points, les fuites, les changements de volume, les changements de fréquence respiratoire, vous faites le total de points et après vous avez la probabilité d'avoir une exacerbation ou pas. Est-ce que c'est utilisable en pratique? J'ai des doutes. Et surtout, en fait, quand on regarde depuis donc, 2015, la première étude de Borel, et on est en 2021, au total, tous ces algorithmes et toutes ces propositions, il n'y a que 60 patients exacerbateurs sous VNI qui ont été inclus dans ces études. Et donc, vraiment, je trouve que c'est un peu compliqué de faire des généralisations là-dessus. Il y a un risque juridique très, très clair à se lancer dans la surveillance des exacerbations. Et vraiment, et ça, on n'est pas prêt pour la détection des exacerbations, qu'il ne faut pas en faire. Et donc, il faut oublier la partie de détection des exacerbations, même si c'est fait partie des objectifs d'étape. Donc, la technologie, on l'a. Les données, ça peut être utile, mais il faut vraiment savoir et réfléchir quoi en faire. Et donc, ça, on en parlera dans les ateliers pratiques. Et donc, je conclus avec le sondage de « vous êtes dégoûté ou pas du télésuivi de la VNI ». Est-ce que là, vous avez envie de le pratiquer toujours autant? Vous étiez à 97%. Ou est-ce que… non, c'est bon. Alors, le suspense est complet. Je n'ai pas dégoûté tout le monde, ce qui est rassurant. Mais quand même, c'est un petit peu moins. Ouais.
j'en ai refroidi, je crois que j'en ai refroidi un certain nombre, puisqu'on est maintenant à 30%, 70%, alors qu'on était quasiment unanime sur sur le premier sondage. Voilà, c'est du boulot, mais c'est intéressant à faire. Voilà.